Bienvenue dans le 56cast. Au programme cette semaine, on va parler de la CNIL et de Google. C'était début février, sorte de conclusion d'un psychodrame pluriannuel. Non, c'est pas la conclusion. Non. J'aimais bien le côté conclusion. Ouais, mais c'est long. Bon, la CNIL et Google. On parlera aussi dans le potager du web des remix 8 bits et du chiptune, notamment sur YouTube, les remix et ce genre de choses. Si on a le temps, mais pas si on a le temps, parce qu'on va le prendre le temps, on parlera enfin des résultats du concours Behind the GIF. Avec The GIF, ou The GIF ou The GIF. The GIFs. The GIFs, voilà, c'est ça. Et dans le quartier libre, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Pierre Baudouin de Wikimedia. C'est tous les mois, Wikimedia vient nous parler. Et cette semaine, ce sera de la présence des femmes dans la communauté Wikimedia, dans les contributeurs, dans les contributrices Wikipédia, à l'occasion de la journée Femmes de Science sur Wikimedia. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Et de quoi on va pas parler ? On va pas parler de Bing qui désormais permet dans le moteur de recherche directement de calculer la conversion entre les bitcoins et les autres monnaies, mais pas en France. Non, faut pas déconner. Non, c'est vachement difficile à implémenter déjà, alors en France en plus, oufou. Du coup, on va utiliser Bing. Non. D'accord. Cisco prévoit une multiplication par 11, rien que ça, en l'espace de 5 ans du trafic de données mobiles. Il devrait atteindre 190 hexaoctets, soit 190 milliards de gigaoctets contre... Soit 190 millions de téraoctets, Oui, voilà. soit 190 000 pétaoctets. C'est ça. Voilà. Ouh. Je vais faire la maline parce que j'ai révisé il y a 30 secondes. Et aujourd'hui, contre seulement aujourd'hui, 18 hexaoctets seulement en 2013 par personne. Non, je déconne, c'est dans tout le monde. Yahoo a décidé d'installer ses services et sa gestion des données personnelles pour les utilisateurs. Attends, je recommence parce que ma phrase est mal construite. Il a décidé d'installer cette gestion-là en Irlande pour les utilisateurs habitant l'Europe, l'Afrique ou le Moyen-Orient. Alors pourquoi il s'installe en Irlande ? Pourquoi l'Irlande ? Bah la bière. La bière, la Les Guinness. moutons, les moutons. Les moutons, les Forcément. paysages, les petits murs, tu sais, C'est pas le climat fiscal en Irlande. Du tout. Non. Du tout. C'est pas parce qu'ils payent moins d'impôts et qu'il y a Facebook. Ah, mais tu me rassures. Non, c'est juste. Oh là, c'est pas l'argent. Début février, Twitter, qui est entré en bourse fin 2013, a dû publier ses résultats annuels. Bilan moins 17% en bourse. Parce que, grosso modo, ils ont fait 645 millions de pertes en 2013. Ouais, bah oui. Hein. Arcos, cette marque pionnière des tablettes tactiles et des téléphones tactiles, ben c'est vrai, ils étaient pionniers. Bon, après, ils sont pas leaders, mais ils étaient pionniers. Les Français. Et comme maintenant ils voudraient devenir leaders, en plus d'être pionniers, ils vont produire des terminaux Windows Phone. C'est pas grave. Non, mais on a le droit de se tromper. On peut tromper une fois. Par exemple, à propos de se tromper, Nokia. Nokia, voilà. Eh ben, Nokia. Pendant ce temps-là, C'était Nokia, ah oui, c'était à moi. Nokia, pendant ce temps-là, ils arrêtent un petit peu, ils rétrogradent un petit peu du côté des Windows Phone et ils vont sortir des Android. Et Nokia, ils appartiennent à Microsoft. Et ils vont sortir des Android. C'est ça. Sinon, tout va bien. Tout va bien. Et à propos de Microsoft, le cloud de Microsoft ne s'appelle plus SkyDrive, maintenant il s'appelle OneDrive. Ça a tout changé. Et il permet de partager ses dossiers entre différentes personnes et différents ordinateurs. Et il offre des gigaoctets de stockage gratuits avec un système de parrainage, mais c'est pas du tout pour copier Dropbox. Du tout, jamais. Non. C'est pas voilà. Non. Non. Il copie pas. Non. On passe à l'actu. La CNIL et Google dans le genre feuilleton, on peut pas faire mieux, ça dure depuis des années, depuis déjà 2 ans. Oh, mais C'est 2 années, 2 ans. Oui, c'est ça, c'est des années. Oui, en fait, ça date depuis le jour où Google a dit on va faire un grand ménage de printemps, on va fusionner toutes nos conditions d'utilisation et nos politiques de confidentialité de tous nos services, en tout cas de nos 70 services principaux, en une seule page. Comme ça sera vachement plus simple et vachement plus pratique pour vous. Mais du coup, ça faisait une vachement grosse base de données qui croisait toutes les informations personnelles qu'ils avaient de tous leurs utilisateurs. Et c'était beaucoup trop gros et ils disaient pas pendant combien de temps ils allaient le garder. Enfin, c'était complètement disproportionné pour l'usage qu'ils allaient vraiment en faire. Du coup, la CNIL a dit que c'était disproportionné, que donc c'était pas super réglo avec les directives européennes sur la vie privée. Et ils leur ont envoyé des questionnaires en disant qu'est-ce que vous comptez faire des données. Ils leur ont posé plein de questions. Google n'a pas répondu. Ils ont envoyé des questionnaires. Ils ont répondu à moitié. Du coup, ils se sont énervés. Ils ont dit si ça continue. Hyper forte en résumage de. Attends, ça fait 2 ans que je suis. Si ça continue, on va vous sanctionner. Google a dit ah ouais, mais non, mais vous comprenez aussi, nous on est américains, alors vos lois françaises c'est compliqué, on peut pas s'y plier comme ça pour vous faire plaisir.
La CNIL a dit si ça continue, on s'y met à toutes les CNIL d'Europe pour vous emmerder. Attention, Et Google a dit ça n'empêche pas qu'on est toujours américain et toujours pas européen. Bref, ils se sont fâchés. Et au bout d'un moment, la CNIL, à force de dire on va vous sanctionner, a dit eh ben si c'est comme ça, on vous sanctionne. Et donc, ils ont prononcé le 8 janvier la plus forte amende qu'ils peuvent donner. C'est pas grand chose pour Google, mais c'est grand chose pour la CNIL, c'est 150 000 euros. Et alors en fait, c'est surtout symbolique, parce que quand on condamne Google, c'est mauvais en termes d'image, et comme l'expliquait la CNIL, parce qu'on est allé voir sa présidente en interview, Isabelle Falk-Perrotin, voilà. Qui a été reconduite. Oui, qui s'est fait réélire, qui nous avait dit que le but, c'est vraiment que les utilisateurs de Google prennent conscience un petit peu de ce qui fait des données personnelles, qu'on ne peut pas avoir super confiance et commencer à changer un petit peu les mentalités pour que les gens comprennent ce qui se passe autour d'eux et arrêtent d'avoir une confiance aveugle dans les services du type Google et Microsoft qu'ils utilisent en ligne. Et donc, pour que les gens prennent conscience de ça, il n'y avait pas que l'amende de 150 000 euros, il y avait surtout l'obligation de publier le résultat sur google.fr, qui est juste le site le plus visité en France. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, Google, les 150 000 euros, limite, ils étaient là en chèque, ticket restaurant. Mais alors, par contre, la publication en homepage de google.fr, ça, ils n'avaient pas. C'est un petit peu plus embêtant. Ouais. Donc, en fait, ils ont fait appel à la fois sur la publication et à la fois sur l'amende elle-même auprès du Conseil d'État. On a attendu la réponse et là on a donc une demi-réponse. C'est pour ça que je disais c'est pas la conclusion parce qu'on attend toujours la réponse sur le fond sur les 150 000 euros. Mais en tout cas sur la forme, le Conseil d'État a dit que s'il fallait bien publier la sanction. Hein. Google plaidait que oulala mais afficher ça portera une atteinte irréversible à notre réputation et le préjudice subi ne pourrait être réparé. Non mais attends, vous êtes Google quoi. Donc en fait, ils ont fait ça un week-end, tranquillou. Voilà. La CNIL avait répondu, mais non, pas du tout, ça va pas du tout porter atteinte à votre réputation, c'est bon, déconnez pas. Donc, et puis c'était un peu le but aussi. Enfin, c'était un peu le but de leur montrer ça va pas vous empêcher de continuer à faire ce que vous faites, quoi. Sauf que c'est pas pour autant que ce que fait Google est devenu légal. C'est pas parce qu'ils ont payé une amende que... Voilà. C'est en cours encore. Ouais. Et donc ils l'ont affiché. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, c'est marrant. C'est tristement marrant. Ils ont mis en fait, la CNIL, c'est payer la campagne de Google Ads la plus efficace de l'univers, c'est-à-dire sur un espace qui normalement n'a pas de pub, ils ont eu une énorme pub et Google leur a mis... de Google, il y avait un petit lien pour plus d'informations sur cette condamnation, allez voir sur le site de la CNIL. Un déni de service distribué et donc une requête venue de plein d'endroits différents sur les internets vers un même serveur. C'est ce qu'a fait Google. Le site de la CNIL est tombé, écroulé sous les requêtes. Et du coup, apparemment, ça... Enfin, je sais pas, il paraît que ça rigolait chez Google. Ça, je sais pas, bon, non, mais en tout cas, la team, les pro-Google et les anti-CNIL rigolaient beaucoup. Et pendant ce temps, il y a le petit moteur Quant qui rigolait aussi, qui a affiché un petit avertissement. Et ben, nous, on n'a pas de sanction parce que nous, on respecte la vie privée. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va sur Quant. Voilà. Ils n'ont pas de sanctions, ils n'ont pas d'internaute non plus, hein, donc c'est dommage. Voilà. C'est dommage. Sinon, on peut en profiter pour rappeler que dans le genre respect de la vie privée, on peut aller sur Xquick comme moteur de recherche, on peut aller sur DuckDuckGo. Et si on a très envie d'utiliser Google, on peut aller sur StartPage qui passe par Xquick pour faire des requêtes Google en les anonymisant au départ et à l'arrivée. Comme ça, vous interrogez Google, mais vous n'envoyez pas de données personnelles. C'est ça. Il va falloir qu'on fasse un truc pour comment se désintoxiquer de ces services-là. Alors, elle est plus ou moins prévue, cette émission, mais le problème, c'est qu'il faut que nous, on se désintoxique avant. Et c'est pas gagné. On va faire un Google Doc pour réfléchir à comment se désintoxiquer de Google. C'est ça. Comme ça, on va mettre un USD. On est bien parti. On est très très bien parti. Eh bien, avant de passer au quartier libre, c'est la tradition, une petite virgule. What the fuck. Oula. Ouais, je les regarde un jour. En fait, je l'ai choisi parce que non seulement elle est what the fuck, mais en plus elle est totalement nulle. Parce que ce type, qui s'appelle Kerr Moffat, a donc voulu surfer sur la tendance comment les animaux mangent, oui. Ce truc qui était absurde et drôle, pour faire un truc absurde et pas drôle où il se déguise en 52 animaux. Donc on est d'accord. On est d'accord, c'est totalement tu m'as rassuré. Nul. J'aime bien parce que c'est à la fois con et pathétique. C'est ça, donc t'aimes bien. Non. Mais c'est what the fuck. C'est l'heure du quartier libre.
Donc, comme une fois par mois, Wikimedia vient nous rendre visite, c'est toujours un plaisir. Merci. Bonjour, Pierre Baudouin. Donc, ça fait 10 ans que tu es à Wikimedia, administrateur Wikipédia, président de Wikimedia France. Enfin, t'as eu plein de responsabilités différentes. Et donc, tu viens nous parler. Donc, c'était quand? La journée de la femme de science sur Wikipédia, entre autres. Oui, le 1er février, samedi 1er février, on a Wikimedia France et la Fondation L'Oréal ont organisé une journée dédiée à enrichir le Wikipédia en articles sur les femmes de science et aussi à féminiser la communauté parce que les études font état d'une surreprésentation des hommes chez les contributeurs. Il y aurait 90% de... Ah oui, on n'est pas dans la surreprésentation, on est carrément... oui, l'excès. Oui, oui. Ah oui. Donc les associations Wikimedia et la Fondation font un effort un peu partout dans le monde pour former, détecter de nouvelles contributrices. Et donc, voilà, il y a plusieurs initiatives. Jusqu'à présent, c'était surtout dans les pays anglo-saxons. Au niveau de la France, on réfléchissait, on avait quelques difficultés à prendre en main ce sujet pour éviter de cliver. Parce qu'aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à organiser des réunions où les hommes sont interdits. Ouais. Ah. Donc en France, ce genre d'aspect passe plus difficilement. Donc nous avons organisé une réunion mixte où il y avait des Wikipédiens expérimentés et des boursières de la Fondation L'Oréal qui ont contribué sur des articles, des biographies de femmes de science. C'est intéressant le sujet, mais est-ce qu'on a des pistes, des choses comme ça, du pourquoi? Parce qu'on sait historiquement que, par exemple, en informatique, il y a eu pendant très longtemps beaucoup plus d'hommes que de femmes, c'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. Mais on sait que voilà, il y a le parcours scolaire, il y a les filles qui sont plus facilement orientées vers des choses plus littéraires, et les hommes qui doivent faire des sciences. Enfin, il y a une explication quasi sociologique. Wikipédia, on se dit c'est de la connaissance, c'est des choses comme ça. Pourquoi Ça paraît très mixte a priori. Oui, ça paraît très accessible. Effectivement, les chercheurs travaillent là-dessus. Il n'y a pas encore véritablement de raisons qui sortent du lot, mais on peut avancer plusieurs raisons. On remarque que les contributeurs sont relativement jeunes, c'est plutôt 15, 25 ans, 35 ans. Donc on pourrait peut-être avancer un manque de temps chez les femmes qui s'occupent encore malheureusement trop souvent des tâches ménagères, contrairement aux hommes, et élever les enfants. Il y a aussi, on observe un manque de légitimité chez certaines, alors que beaucoup d'hommes répondent, lorsqu'on leur demande pourquoi ils contribuent à Wikipédia, c'est laisser une trace pour la postérité, et on observe moins ça chez les contributrices. Ah oui, c'est un peu une histoire d'ego en fait de contribuer à Wikipédia. Peut-être, je suis pas forcément le mieux placé pour ça. Mais... 10 ans de Wikipédia derrière toi, hein, c'est oui. Et donc voilà, il y a des au-delà d'aller chercher en fait volontairement des contributrices. Voilà, il y a une réflexion de fond comme ça qui traverse Wikimedia sur. Oui, le but c'est de toucher tout le monde, que ce soit et au Maghreb, former des contributeurs, et des minorités, et les femmes. L'idée c'est qu'avec une population diverse de contributeurs, les articles vont être meilleurs, vont être neutres, et c'est ce que attendent les lecteurs. Et en ayant des gens différents qui contribuent, on a des sujets différents au final, quoi. Pour ouvrir aussi, voilà. Oui, on observe que des sujets sont peu traités, les aviatrices au début du siècle, où je m'intéresse, moi, aux personnes inhumées au Père-Lachaise, pas mal d'artistes du 19e siècle, très populaires à l'époque, faisaient la une de la presse de l'époque, n'ont pas de biographie, ou des biographies très lacunaires. Eh ben, il faut s'y mettre. Faut s'y mettre. Et oui, et No Life, où il y a autant de filles que de garçons qui regardent ça, et ben voilà. Donc un appel. On vous attend sur Wikipédia. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais en fait, c'est pas le seul déséquilibre qu'il y a dans les utilisateurs. Oui, il n'y a pas des problèmes de jeunes, vieux, de. Si, probablement. On observe que les contributeurs les plus actifs sont chez les jeunes, les adolescents, les étudiants, les doctorants. Il y a plein de déséquilibres. Il y a aussi les pays du Maghreb qui commencent tout juste à s'y mettre, sans parler de l'Afrique subsaharienne. Il y a
Effectivement, c'est surtout, pour l'instant, ceux qui contribuent à Wikipédia, les plus actifs proviennent des pays riches, sont blancs, sont jeunes. C'est un peu stéréotypé. Et est-ce qu'on a eu des échos, justement, tu disais, il y a Wikimedia France, il y a aussi Wikimedia aux États-Unis qui fait aussi des opérations. Est-ce qu'il y a eu des retours, est-ce qu'ils ont des retours différents chez eux sur ce genre de problématiques? Non, c'est la même chose. Eux ont commencé un peu plus tôt, Ouais. parce qu'ils sont plus habitués à réfléchir en fonction de minorités, en fonction de groupes sociaux. Il y a moins de contraintes culturelles chez eux. Mais c'est pareil, ça prend du temps. C'est comme dans l'éducation, il y a plein d'argent qui est mis pour augmenter le nombre de femmes dans les disciplines scientifiques, et les résultats sont encore assez faibles. D'accord. Donc, mais cette journée a été un succès. Pour en revenir sur les journées femmes de sciences. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va poursuivre ce type d'atelier sous cette forme ou une autre, mais les participantes étaient très intéressées par poursuivre. Et donc, on va... Cool. Et alors, il y a eu un deuxième événement la semaine dernière, c'était les deux la même semaine, c'est ça? Oui. Qui s'appelait Wiki Loves Parliament. Donc, c'est plus les monuments cette fois, c'est le Parlement, et ça consistait à prendre des photos. Exact. J'ai passé ma semaine à Strasbourg en compagnie d'une cinquantaine de Wikimédiens venant d'un peu partout en Europe. Il y avait, les contributeurs venaient de 9 pays. Et en tout, on parlait 19 langues. Yes. Donc vraiment représentatif de l'Europe. Donc c'était bien d'être dans les locaux strasbourgeois du Parlement. Européen. Voilà, l'objectif était de photographier, de réaliser le trombinoscope des parlementaires. Et aussi de les filmer. Parce que c'est le problème de beaucoup de biographies sur Wikipédia, c'est qu'on a énormément d'informations sur les personnes et finalement on n'a pas leur bobine à côté parce qu'il n'existe aucune photo libre d'eux. Oui, dans un monde idéal, on ne devrait pas avoir à envoyer des bénévoles photographier les députés. Le Parlement européen devrait nous autoriser à réutiliser leurs photos sous licence libre. Vous avez demandé ça? On l'a demandé, c'est refusé. Comme pour les musées, tout ça, on a beaucoup de mal. Donc, actuellement, ce qu'on fait, c'est on leur propose de nous inviter, de nous laisser un accès, et on envoie nos photographes. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois avant les élections européennes. Le timing n'est pas forcément idéal. Je ne sais pas pourquoi. Effectivement, on s'était posé la question. On n'a pas eu le choix. Hein. C'est le Parlement qui a mis plusieurs mois à nous répondre, et ils nous ont dit c'est cette date, ou prenez, ou ça sera là jamais. Mais en fait, les députés étaient intéressés par avoir des photos sous licence libre juste avant les élections, parce que même au sein du Parlement, ils ont des difficultés à obtenir les photos. Mais oui, suis-je bête? Oui, justement, ils disent quoi les députés eux-mêmes? Il y en a qui découvrent tout le concept de photos libres, pas libres, et qui s'étaient posé la question de est-ce qu'ils ont leurs photos sur Wikipédia. Ça a été aussi l'occasion de leur expliquer notre fonctionnement. Beaucoup ont été surpris qu'on ne puisse pas réutiliser les photos du Parlement. Donc on leur a expliqué un peu le droit d'auteur de base, les licences libres et tout ça. Donc ça a été aussi l'occasion de les former. Et puis c'est très utile parce que c'est eux qui, en dernier recours, élaborent les lois. Et donc en fait on va avoir des photos de licences libres sur les tracts politiques pendant les élections européennes. Peut-être, oui. On est en train de mettre en ligne sur Wikimedia Commons les photos. Les premiers résultats font état de 42% des parlementaires photographiés. Donc en 4 jours. Donc c'est très encourageant. Ça fait un paquet, oui. Et beaucoup de députés nous ont félicités pour ce qui était fait sur Wikipédia et cette initiative. Et donc je pense qu'on va la refaire. C'est bien parce que ça fait un petit peu avancer l'image de Wikipédia auprès des politiques qui étaient encore très est-ce que Wikipédia est fiable, oui ou non, à la fin? Il y a quelques années et ça bouge un peu, non? Effectivement, je m'étais préparé plutôt à avoir plein de critiques. Chacun allait venir avec son article à noter et faire des commentaires. Regardez, ça c'est faux, je suis pas d'accord. Et pas tellement en fait. Ils ont mis de côté leur ego personnel et voient plutôt l'œuvre collective, le transfert de connaissances qui est fait par Wikipédia. Et c'est très encourageant. Ah, il est temps. Ouais, c'est cool. Non, c'est cool, il est temps. Autre chose? Non, c'était... C'est tout. Et en fait, de toute façon, c'est en allant voir les gens qu'on les fait découvrir Wikipédia et que ça avance, quoi. C'est ça. Oui, c'est important que Wikipédia aille aussi à la rencontre des lecteurs,
beaucoup sont des lecteurs assidus pour certains de Wikipédia. Donc c'est très important d'aller dans le monde réel, d'aller dans les salons, dans les médias, un peu partout. Et ben on va continuer à suivre ça tout au long de l'année. En tout cas, toutes les initiatives Wikimedia, une fois par mois, c'est dans le 56Cast, dans le quartier libre. Merci Pierre Beaudoin. Et nous, on va se retrouver dans le potager du web. C'est arrivé avec la troisième génération de consoles. La troisième génération de consoles, c'est celle de la NES ou de la Famicom quand on était au Japon. C'est arrivé avec cette facilité de faire de la musique, sur plusieurs pistes. Ça s'appelait le 8-bit, les consoles 8-bit, la NES et la Master System, je crois, si je ne me trompe pas, de Sega. C'était les premières fois. La musique 8-bit a explosé quelques années plus tard avec une certaine Game Boy, où il y avait des logiciels qui permettaient de créer de la Game Boy. Non. Ah, il faudra que je te montre. C'était une époque. Il y avait un jeu qui s'appelait Pokémon. C'était génial. Et donc, en fait, la musique 8-bit a explosé avec les utilisations de la Game Boy qui avait des logiciels pour faire de la musique. Et c'est devenu, voilà, une sorte de clin d'œil, de référence à une histoire du numérique. Et on retrouve à peu près tout. Donc, pour commencer le tout début de la musique 8-bit, c'est sans doute l'air le plus connu de cette génération-là. Connaissez sans doute pas, non je déconne, Super Mario Bros bien sûr. En fait ce qui est étonnant c'est que même à chaque fois qu'on réécoute, on redécouvre le truc, c'est pas une musique hyper simple avec juste une note comme ça, il y a des beats, il y a plein de choses. Et aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le chiptune, c'est les gens qui utilisent les instruments pour faire de la musique 8 bits, pour faire des compositions originales, comme il y a quelques années déjà, les Suédois de Rim de Réglage, je sais pas, ça doit pas du tout se prononcer comme ça en suédois, mais c'est comme ça, qui ont fait un clip qui s'appelle 8-bit Trip, vous l'avez sans doute déjà vu, on passe un extrait. Il y a beaucoup, ouais, c'était bien. Il y a beaucoup de compositions chez les jeux indés aussi qui font pas mal de choses en chiptune, en 8 bits, des choses très bien sur Faster Than Light, sur plein d'autres jeux, Super Hexagone récemment, enfin l'année dernière. Bref, il y a plein de choses bien et il y a aussi évidemment le remix. On prend des choses originales, on en fait du 8 bits et le résultat est souvent super intéressant. Du côté des mèmes, évidemment, on les a déjà passés dans le podcast d'écran et voire même dans le 56Cast. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas inconnu. Mais oui! Le playback est à peu près aussi bon que l'original. C'est ça qui est pratique. Avec évidemment Trololo, hein, au cas où vous l'auriez pas reconnu. Je pense que ça doit concerner à peu près un spectateur. Du côté des mêmes toujours, une très très belle version 8 bits aussi du côté de l'Epic Sax Guy. C'est tellement bien. Ça, que ce soit en 8 bits ou l'original, ça reste dans la tête, quoi qu'il arrive. Ce qui est hyper pratique avec le 8 bits, c'est qu'on peut tout remixer en 8 bits. Petite sélection, côté musique d'abord. En même temps, c'est de la funk, c'est de l'électro. Bon, j'ai pas pris non plus le truc le plus éloigné de l'univers des 8 bits. Ça, c'est fait par qui ? C'est fait par Floating Point. On reverra une de leurs créations. Ensuite, le cinéma évidemment se revisite très très bien en 8 bits. Un petit tour du côté de Tarantino et Pulp Fiction. Alors
c'est Cinefix qui a réimaginé un jeu 8 bits à partir de l'univers de Pulp Fiction. Toujours côté Floating Point qui ont refait, et c'est plutôt pas mal, le générique d'une série un tout petit peu connue. Et évidemment, ce qui n'échappe pas au remix 8 bits, c'est les jeux vidéo, et j'aime beaucoup celui-là. C'est une réalisation de Killscreen Animation. C'est The Last of Us. Je vous conseille la vidéo en entier à éviter si vous n'avez pas fini le jeu. Il y a même quand même des spoilers de certains passages. Mais en tout cas, la réalisation de Killscreen Animation est superbe. En tout cas, vous pouvez vous balader. On en mettra peut-être d'autres sélections sur écran.libération.fr. Et là, on a le temps, parce que... On a forcément le temps, on peut pas On a passer à côté. On Ah avait non. fait un concours où il fallait imaginer, donc pour continuer ce mème de début d'année qui s'appelait Behind the GIFs, il fallait imaginer l'histoire de ce GIF sur lequel un petit canard nous court après avec l'air énervé. Pourquoi nous court-il après avec l'air énervé? Nous avons reçu 8 propositions. Alors, rappelons quand même le Behind the GIF, pour ceux qui n'étaient pas là à l'émission... C'est pas ce que je viens de faire? Bah, c'est- Imaginer l'histoire derrière les GIFs animés. D'accord, ok. Non mais Non, vas-y, mais hein, si non, t'as non, mieux, mais c'est bon, y a bon, pas de c'est souci, bon. Non, c'était non, pas mais pour pardon. censurer. Non, pardon, excuse-moi. C'est juste que t'écoutes Non, pas. je ne t'interromprai plus. Voilà. D'ailleurs, je Mais m'en si. vais. Mais non, reste c'est les gagnants. Oui, c'est vrai. Bon, on a eu 8 Bravo. propositions, plus un tricheur qui a essayé de nous fourguer une vidéo YouTube, ça a pas marché. On se fait pas avoir comme ça, quand même. Faut pas déconner. Donc les 8 propositions nous ont bien fait rire. Merci beaucoup. La qualité artistique de vos dessins sur Paint était absolument remarquable. Franchement, je sais pas si j'aurais fait aussi bien. En même temps, je sais pas dessiner, mais faire un canard sur Paint, c'est quand même vachement dur. On attribue une mention spéciale à 2 propositions qui ont essayé de nous mettre dans l'histoire et de nous dire que, en gros, c'est le canard à l'air furax, c'est de notre faute. Alors que pas du tout. Bah, Non, bon. je voulais le dire quand même, parce que c'est... On n'a rien à voir. On n'a avec rien ce à voir, canard. on n'a rien à voir avec ce canard. Faut quand même le dire, quoi, parce que Takamine imagine que c'est parce que j'aurais reçu un email de l'Adopi pour avoir téléchargé Game of Thrones, alors que c'est pas du tout mon genre. Non. Et le mail aurait dit, si ça continue, le juge judiciaire, celui-là je l'ai beaucoup aimé, pourra prononcer un lâcher de caneton à mon encontre. Et donc, d'où le lâcher de caneton. D'où logique. Donc, ouais, merci, mais c'était pas ça. Sinon, on avait aussi la version Erwan qui vient faire un podcast à Japan Expo, mais qui a oublié Camille à Libération. Sympa. Et donc, il n'y aura pas de vidéo de chat à la fin de l'émission. Et là, un spectateur de Japan Expo, qui est donc un canard, est très fâché et il nous court après. C'est Quand tu racontes les complètement- Behind the GIF, c'est absolument génial. C'est complètement alambiqué, mais c'est pas ça non plus. Les 2 gagnants, c'était un coup de cœur parce que, en fait, ils n'ont pas anthropomorphisé le canard et c'est vraiment une réaction de canard. Et on aime bien les animaux, alors on aime bien quand les animaux ont des réactions d'animaux. On a la contribution de Foulk qui nous montre pourquoi le canard Voilà. s'est retrouvé sur la route à partir de son petit lac. C'est parce qu'il a vu un sandwich. Et en fait, c'est un... il veut le sandwich. C'est un peu la version canard du pourquoi le poulet a traversé la route. C'est ça. Et c'est vachement bien. Il y a une référence implicite que j'ai beaucoup aimée de notre ami Foulk, notre Et alors, grand ami Foulk. Est-ce que tu pourrais expliquer à Erwan qu'il faut passer à un autre jeu maintenant? Merci. Deuxième gagnant ex aequo, Anton77, avec un type qui prend en photo l'éclosion d'un œuf de canard. Beau reportage. C'est surtout la qualité artistique qui a noté. Ah mais c'est magnifique. Je pense que si on leur demande, Et là- ils le foutent. Alors, tiens-toi bien. Quand le canard, Si on leur demande, ils le mettent en licence libre. quand le canard est né, eh bien il cherchait où était sa maman. Et il l'a trouvé. Oh, c'est mignon. Et là franchement cœur quoi. En tout cas, bravo à tous ceux qui se sont essayés au dessin sur Paint. C'est pas si facile que Et ça. mettez-les sur Wikimédia parce que après quand on fera un article sur le phénomène Behind the GIF, on aura besoin d'exemples. Eh. Ouais. Eh. Non mais sérieusement. Non, c'est vrai. Tu es dubitatif, Pierre. Je ne te sens pas hyper motivé par cette proposition. Tu as tort. Et c'est l'heure des poils. Et donc pour terminer ce 56 cast, comme d'habitude, des poils. Et cette semaine,
Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà regardé la série Downton Abbey. S'ils n'ont pas regardé, bah tant pis, ils comprendront pas. Ceux qui ont regardé comprendront. Downton Abbey. C'est exactement le même générique, sauf qu'il y a des chats en plus. D'accord. C'est les mêmes plans, les mêmes effets, tout ça. D'accord. Classe. Et nous, on se retrouve, bien sûr. Merci Pierre Baudouin de Wikimedia. C'est toujours un plaisir de recevoir Wikimedia tous les mois dans le 56cast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life et sur Libération. Ou peut-être pas la semaine prochaine d'ailleurs, mais enfin bon. Un de ces quatre. Sur Libération et sur No Life. Ciao.